Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 27 avril 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. J'espère que lorsque vous écoutez ça, la poussière a retombé un peu et que vous êtes peut-être remis ou peut-être pas de cette défaite des Canadiens. 5-2 aux mains des Capitals de Washington et qui tombe d'ailleurs 3-1 dans cette série. À quoi on parlait de 3, si ce n'est pas de notre trio habituel? Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza à l'animation. Les gars, on ne s'est pas parlé depuis 2 matchs, essentiellement des Canadiens de Montréal, qui guident quand même une bonne partie de notre programme pour la pré-saison. Les Canadiens qui sont finalement revenus à Montréal, premier match au Centre Bell vendredi dernier, où les Canadiens ont une victoire, ma foi, convaincante. Et puis là, on tombe assez tardivement dans ce 4e match. Encore une fois, 5-2, essentiellement, c'est un match d'un but, encore une fois, là, avec 2 buts dans un filet désert. Alors, Pop, Félix, juste avant qu'on parle du jeu qui a tout changé, comment allez-vous? Il y a eu 2 matchs, OK? Puis j'ai eu la même réflexion sur ces 2 matchs-là. La game de mercredi, je ne me souviens pas du dernier match où ça a été un absolu cinéma de même. De ce que j'ai vu de partisans de hockey de même et de Montréal spécialement. Et je me souviens... Vendredi, ça? Vendredi, oui. Ah, vendredi, je suis mêlé je suis mêlé dans mes jours de la semaine. Puis le match de ce soir, je suis encore en réflexion pour me demander c'est quand la dernière fois que j'ai eu une sensation pas de frustration, mais d'amertume face à une défaite de même. Ça fait longtemps que je pense que je n'ai pas vu les Canadiens perdre une game de série puis que j'étais aussi déçu parce que je savais qu'on pouvait aller gagner ce match-là. C'est une défaite crève-cœur en soi pour partir là-dessus. Et Félix, toi, tes émotions vite avant qu'on se lance? Honnêtement, c'est comme Pop. Je ne pas dire que c'est de la frustration, mais genre un peu, mais c'est de la frustration bizarre. Tu sais, c'est comme de l'impuissance. C'était là. Ah. C'est ça. C'est de la résignation, quelque chose, je sais pas. Puis parce que c'est comme shot sa gueule après shot sa gueule depuis un bout, man. Puis, tu sais, match 3, ils perdent Montembeault, Dobèche arrive, puis ils réussissent à survivre. Puis tu dis, regarde, tu sais quoi? C'est rough perdre Montembeault, mais les autres, tu sais, ont perdu Thompson. Peut-être qu'on va s'en sortir. Match 4, t'arrives. Est-ce que Thompson est encore là? Tu te demandes comment on se ramasse là. Montembeault, il n'est pas là, Dobèche, puis on va reparler évidemment de Dobèche ce soir, là, mais man, c'est des buts frustrants. C'est surtout, je pense que le but gagné des Capitals, c'est tellement frustrant, puis je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est de la frustration que j'arrive pas à assumer que c'est de la frustration, mais c'est de la frustration. Le but gagnant d'Andrew Mangiapane était définitivement frustrant, mais aucun but n'a été aussi frustrant que celui qui a permis d'égaliser le match pour les Capitals, essentiellement celui qui a permis de faire 2-2. Alors que après un départ lent, comme on en a vu beaucoup cette saison, les Canadiens, bien qu'ils n'avaient pas autant de tirs au but, dictaient l'allure du match, dictaient le tempo, bourdonnaient souvent, puis c'était rythmé, c'était le fun. Et puis là, Pop et moi, on parlait de ça avant d'entrer en onde, probablement le jeu de cette série-là, la mise en échec de Tom Wilson à l'endroit d'Alexandre Carrier, que ce soit quoi à la tête ou non, pas de pénalité qui a été appelée là-dessus, dans le feu de l'action, on n'est pas des patins des arbitres. Qu'est-ce que ça vaut de dire si c'était une pénalité ou non? Qu'importe, il n'y en a pas eu. Et on a vu comment l'énergie, les gars, a complètement été drainée des Canadiens. En tout cas, Mio, je vais te le dire tout de suite, c'était même pas une punition. C'est pour moi, tu sais, Alexander Ovechkin sur Jake Evans pour obstruction, OK, j'ai aucun problème. J'ai absolument aucun problème. Ça ne méritait pas un 5 minutes. C'était même pas un coup salaud, c'était juste le côté spectaculaire, le fait qu'Ovechkin est tellement gros, puis peut-être aussi le PTSD de revoir un Mark Scheifele 2.0 avec
Jake Evans, ça a enflammé tout le monde. Juste avant que tu te relances aussi, en plus de ça, j'étais comme, non, pas Jake Evans encore. Non, moi, mon cœur a droppé quand j'ai vu que c'était Jake Evans qui tournoyait sa glace après cette mise en échec-là. Mais Tom Wilson sur Alexandre Carrier, moi, je m'excuse si c'est une mise en échec complètement légale. Super clean. En tout cas, clean selon le livre des règlements de la Ligue nationale. Et 10 secondes, 20 secondes après, Mike Matheson qui fait une erreur à la Mike Matheson, qui mène un but. Il y a eu un peu, tu sais, la POC a rebondi devant Jacob Dobèche pour que ça rentre dedans, mais c'était une question de temps. C'était une question de temps avant que Tom Wilson fasse quelque chose. On pensait que ça aurait peut-être la bagarre au banc au match numéro 3. Mais c'était une question de temps avant que Tom Wilson allait devenir Tom Wilson et allait mettre son nom dans cette série-là. Et heureusement, ça a été fait de manière légale, mais Tom Wilson est arrivé. Écoute, si c'est pas de ça, la bagarre, en fait, au contraire, a plus ravivé la partisanerie montréalaise. Mais c'est sûr qu'il y a des gens à la maison, les gars, qui vont avoir besoin d'être convaincus sur pourquoi est-ce que ce coup-là n'est pas une suspension, n'est pas une pénalité, rien. Je vais jouer un peu, justement, à l'avocat du diable, puis j'ai envie de mettre, mettons, dans la tête d'un partisan qui... On a vu en même temps le jeu en soi, Tom Wilson qui arrive super rapidement, puis là, quand tu regardes la reprise et tu la vois au ralenti, tu vois Alexandre Carrier qui, effectivement, semble manger effectivement un coup à la tête, ce qui l'a même forcé à quitter le match, là, quoique c'était peut-être même à l'arrière du coup. Les gars, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce n'était pas une punition? Mio, tu mesures combien? Je mesure 5 pieds 9. Alexandre Carrier fait 5 pieds 11, OK? Ouais. Je mesure 6 et 4 et à peu près 250 livres, OK? Mio, si on transposait cette mise en échec-là sur la glace, je te ferais une mise en échec épaule à épaule, je trouverais le moyen de te pogner la tête pareil. Puis, quand... Tu sais, les ralentis, souvent, ça amplifie. Peut-être tu as l'impression que c'est encore plus dangereux au ralenti. Peut-être des fois, à vitesse réelle, c'est moins pire un peu. Mais Alexandre Carrier est 5-11, Tom Wilson est 6-4. Tu sais, même avec la meilleure discipline sur la terre, contact épaule à épaule, Tom Wilson va pogner un peu Alexandre Carrier à la tête juste parce qu'il y a un 5 pouces de différence. Puis je vais y aller un peu là-dessus. T'sais, honnêtement, c'est une affaire que j'ai appris dans LNH, c'est d'essayer de me prononcer sur est-ce que ça mérite une suspension ou non. Tu sais, que Brendan Eagle a été suspendu pour un match, puis que Matthew Tkachuk n'a même pas d'audience. Il n'y a aucune constance. C'est tellement impossible de savoir à quoi s'attendre. Mais première chose, j'espère qu'Alexandre Carrier va bien. J'espère qu'il n'y a pas de commotion ou rien. On va le savoir. Je pense que c'est la chose la plus importante. Mais c'est drôle parce qu'après le match 3, j'avais tellement hâte de venir sur le show pour dire à quel point j'aimais les séries d'Alexandre Carrier, comme quoi ce gars-là était le meilleur défenseur de l'équipe en ce moment, puis de qui s'ennuie de Justin Barron en ce moment. Man, les 3 premiers matchs, là, Alexandre Carrier mangeait mise en échec après mise en échec après mise en échec. Il se relevait tout le temps, faisait des gros jeux défensifs et neutralisait Alex Ovechkin. Tu ne pouvais rien demander de plus de la part d'Alexandre Carrier. Puis là, aujourd'hui, man, ça avait l'air d'un... C'était terrible. Le gars, en première période, évite Ovechkin qui arrive comme un train, mais son genou prend quand même le gros de l'impact. Part en première période, tu dis « Ah, fuck, man, tu peux pas perdre Carrier. » Revient en deuxième, tu dis « Alright, on va peut-être s'en sortir. » Man, en troisième, cette shot-là, puis déjà, c'est ridicule que Carrier n'ait pas été sorti plus tôt que ça du match. Il y a un spotter qui dormait au gaz, c'est pas vrai, parce que tu l'as regardé au banc, là, son regard était complètement vide. Il fallait que tu sortes le plus rapidement. Il fallait que tu sortes de ce match le plus vite possible. C'était complètement ridicule qu'il soit resté sur le banc aussi longtemps que ça. Ça a forcé d'autres défenseurs à jouer tellement de grosses minutes. Mike Matheson, tu sais pas, tu l'as dit, oui, il a fait une erreur sur le but, mais man, Matheson a eu tellement un bon match, je trouve, dans l'ensemble. Sa job en désavantage numérique. The highest of high and the lowest of lows. Ah, man, mais tu sais, le 5 contre 3 qu'ils ont tué en début de deuxième, c'était tellement incroyable de Mike Matheson David. C'était incroyable, ça a ramené tout le momentum pour le Canadien. C'est la raison pourquoi le Canadien a été dans ce match-là, c'est ce 5 contre 3-là. Absolument. Ovechkin marque un ou 2 buts là-dessus, le match est complètement différent. Ben, man, c'est ça qui est frustrant parce que tu te dis, ces gars-là jouent tellement bien, puis c'est là que tu vois que le hockey de série, tu peux pas faire d'erreurs. Il faut que tu limites les erreurs le plus possible. Puis il y a des gars aujourd'hui qui l'ont vraiment appris. Matheson, on l'a vu, Lane Hudson a des moments difficiles dans sa zone, puis tu sais, quand tu perds un gars comme Carrier qui stabilise tellement ton top 4, ça force des gars à jouer des grosses minutes en plus.
là, sérieusement, si Carrier ne peut pas jouer le prochain match, je ne sais pas ce que tu fais. J'imagine que tu habilles Jalen Trouble. Tu vas jouer à 5 gauchers dans ta brigade. Peux-tu vraiment faire ça? Sinon, tes autres options, c'est quoi? Rappeler Logan Mailloux qui est pas bon à Laval. Rappeler David Reinbacher que son genou est à moitié. Puis tu vraiment amener David Reinbacher qui a un genou à moitié en compote contre Tom Wilson, Alex Ovechkin, puis ces gars-là qui frappent comme des trains. Vraiment pas sûr que tu veux ça. Je pense que tu n'as pas le choix d'habiller Trouble, mais gars, le plus important, on va espérer qu'Alexandre Carrier va bien. C'était inquiétant pour lui. Puis tu regardes ça, tu te dis. On se doutait que les Canadiens avaient encore de la job à faire avant d'être une vraie équipe de série, mais tu sais, le fameux hockey des séries, c'est là que tu vois que les Canadiens ont encore de la job à faire à ce niveau-là. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut aller chercher tous les goons du monde entier et tout, mais c'est une autre game. Puis en ce moment, j'ai pas aimé l'absence de réponse. Je sais que c'est du cliché, puis du on est les plus forts, puis tout, là, mais tu sais, Ovechkin a démoli Carrier. C'est quoi la grosse réponse qu'il y a eu? C'est quand il a frappé Jake Evans, un petit coup de bâton de Vorax et tout, puis pourquoi Jacky est dans le line-up d'abord? C'est pas pour ça qu'il est là. Puis j'ai ça parler de même. Là, je trouve ça complètement ridicule, mais veux pas. Mais en même temps, c'est ça. Pour jouer à force égale, c'est la raison. Le gros argument pour lequel les gens voulaient ramener Jacky, c'était afin de laisser 2 pouces de plus aux joueurs, s'assurer qu'il allait devenir intouchable. Puis on le levait au match 3. Puis on le levait au match 3, mais pas aujourd'hui. Oui, mais ils n'ont jamais été aussi touchables que ce soir. Alexandre Carrier, je pense que TVA avait sorti la statistique, c'est 20 mises en échec encaissées depuis le début de la série. Ça, mesdames et messieurs, c'est 6 à 7 coups, comme Félix a dit, d'un train que tu te prends à chaque soir. C'est, tu sais, les séries éliminatoires, c'est comme la saison régulière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis c'est aussi, comme on pourrait dire, un battle of attrition. Donc, tu sais, c'est des petits combats qui se donnent à gauche et à droite pour cette guerre, pour cette croisade finalement, qui fait en sorte que les bobos, ils s'accumulent, puis ça paraît en maudit parce que c'est pas juste une saison de 82 matchs que tu as dans le corps. Là, c'est des équipes qui ont autant faim que toi et ça a paru vraiment aujourd'hui. Ils ont autant faim que toi, puis c'est la crème de la Ligue. Puis c'est surtout que dans le cas des Canadiens, tu te retrouves littéralement contre la meilleure équipe sur papier dans l'Est tout au long de la saison. Les gars, au-delà de ça, il y a quand même des éléments qu'on peut essayer de garder puis de dire « Hey, peut-être que s'il était pour avoir une remontée dans les cartes, ce sont des affaires qu'on peut garder en note. » Pas le choix d'en parler, les gars. L'avantage numérique. Félix, tu as été le premier à le marteler sur l'émission, puis je l'ai même écrit sur ma page Twitter comme quoi, hey, écoute, tu l'as dit, fallait vraiment que Ivan Demidov soit sur le premier avantage numérique afin d'avoir ce gaucher à droite et Cole Caulfield, ce droitier à gauche. Finalement, on a réussi à faire ça. Cole Caulfield qui a marqué et Ivan Demidov qui ramasse 2 points sur l'avantage numérique. Comment as-tu trouvé l'ajustement des Canadiens maintenant en allant de l'avant avec ça? Moi, s'il y a une chose que je retiens, même si les Canadiens partent au prochain match, je pense que la seule chose que tu peux retenir avec certitude, c'est que tu as ta première vague d'avantage numérique pour les 10-15 prochaines années si tout va bien. Tu as Nick Suzuki, Cole Caulfield, Lane Hudson, Juraj Slafkovský, Ivan Demidov. Le plus vieux là, sur cette vague-là, le papy de cette vague-là, là, c'est Nick Suzuki à 25 ans. C'est le papy de la gang. Là. Man, puis ça marche, tu vois, les gars. Là, c'est aussi l'aspect de nouveauté. Mettons, Washington n'a pas beaucoup vu Demidov, fait qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de vidéos sur lui, fait qu'il va y avoir des ajustements à faire, mais man, j'aime tellement ce que ça donne en ce moment, puis rien contre Patrick Laine. Je pense que Patrick Laine a une utilité pour les Canadiens, mais je pense pas que tu peux justifier un monde dans lequel tu ramènes Patrick Laine sur la première vague, tant et aussi longtemps que de ces 5 gars-là. Ça va... Demidov change la donne juste parce qu'il t'amène ce gaucher-là à droite. Puis, man, il a l'air tellement naturel à cette position-là. Matt Roy s'est fait déculotter comme un pee-wee aujourd'hui par Demidov qui avait tellement bien lu le jeu, savait que cela fallait être là au moment, puis la passe est arrivée tellement vite, puis ça a surpris Logan Thompson. Cette première vague-là, pour moi, c'est réglé. Tu peux canner ça pour 10 ans. Puis c'est peut-être la plus belle chose que tu peux retenir de cette série-là. Peu importe ce qui se passe, tu as vu qu'au moins tu as cette vague d'avantages numériques-là qui fonctionne. Puis oui, en série, qui est capable de produire. Là, maintenant, il va falloir que ces gars-là, j'ai exclu le premier trio parce que les gars sont vraiment inarrêtables en ce moment. Là. Mais tu sais, Demidov et tout, il va falloir que ça produise un petit peu plus à 5 contre 5, c'est vrai. Mais au moins, tu as un premier trio qui marche, tu as une première vague d'avantages numériques qui marche. C'est déjà des sacrées bonnes bases pour une équipe que ça fait tellement d'années qu'on cherche du punch offensif. D'avoir ces deux coches-là, tu peux cocher ça, ces 2 cases-là, c'est vraiment, vraiment cool pour cette équipe-là. C'est au moins ça qu'on peut retirer de positif. Le positif, moi, que je retiens sur les 4 dernières périodes,
c'est que Jakub Dobeš n'est pas effrayé par la pression des séries jusqu'à maintenant. Bien qu'il l'ait admis après le troisième match. Là. Oh oui, écoute, c'est une vague d'émotions. Rentrer en série. C'est littéralement fait lancer dans l'action. Tu sais. Lancer dans l'action en fin de deuxième, quasiment en troisième période. Mais pour moi, c'est plate le but gagnant de Andrew Mangiapane. Mais tu sais, même si on peut donner le meilleur des crédits à Samuel Montembeault depuis le début de cette série-là, moi, je pense que peu importe le gardien, ce tir-là rentre. C'était juste un tir vraiment parfait de Andrew Mangiapane là-dessus. C'est ça aussi. Puis pas le choix non plus de regarder aussi. Je pense que c'était-tu Dylan Strome qui était entré dans la zone qui avait amené. Il y a Kenan Goulet qui s'est fait hameçonner sur le pick and roll qui a laissé Mangiapane prendre la c'est ça. C'était un jeu de basketball, là, clairement. Ça, exactement. Mais moi, ce que je retiens, c'est que Jakub Dobeš, malgré le fait que c'est pas le gardien. Disons, le plus rassurant des fois, quand tu le regardes. Là, des fois, là, il peut être chambranlant, puis même des fois un peu shaky, puis t'es genre, le pacemaker a envie de monter, là, des fois, quand on se regarde, mais on l'a pas vu. Au-delà de ça aussi, Pop, c'est une recrue aussi. Là, il y a ça exactement, aussi, exactement. Mais tu sais, c'est juste dans le style un peu moins orthodoxe de Jakub Dobeš. Mais jusqu'à maintenant, après 4 périodes complètes, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce gardien-là. On aurait peut-être apprécié un petit peu plus d'agressivité sur le premier but des Capitals hier après le retour de Lane Hutchinson. Ouais. Mais pour le reste, à date, moi, c'est possible. Puis s'il faut qu'on continue la série puis on doit mettre les espoirs de remonter sur Jakub Dobeš, moi, je suis partant pour qu'on aille de l'avant avec ça. Les premiers échos de vestiaire sont sortis. Martin Saint-Louis qui... il est assez transparent, puis souvent il y a les réponses, mais il est assez charismatique pour que tu puisses comprendre aussi quand ça va pas bien. Patrick Friolet d'RDS qui dit, qui cite Martin Saint-Louis, je me sens mal pour le groupe, je sais pas trop quoi leur dire, puis si vous avez des réponses, vous me les direz. Mais c'est ça, j'essayais de dire tantôt, c'est difficile de dire comment je me sens en ce moment. C'était fucké ce match-là, c'était vraiment, autant le match 3, je peux te dire, c'était l'extase, sérieusement, j'avais l'impression d'être à 300 000% d'énergie. Là, j'ai plus rien, man. L'énergie est drainée. Puis après ça, Jakub Dobeš qui parle devant les médias, qui dit qu'il n'a pas envie de voir Dan O'Rourke et Frédéric Lécuyer à Washington pour le 5e match. Pop? Je peux même pas dire que mon énergie est drainée. Je suis comme sans réponse par rapport à ce match-là. Mais écoute, on n'avait pas l'avantage de la glace pour commencer cette série-là. Donc, mathématiquement, il fallait gagner un match à Washington pour espérer passer en deuxième ronde. Là, on a deux à gagner maintenant. C'est maintenant aux Canadiens de faire le travail. Exactement. Je rebondis un peu là-dessus, là, puis après ça, on passera à une autre série, là, parce que je pense qu'on a fait le tour. Là. Moi, tu sais, j'ai longtemps dit Canadien en 7 parce que j'imaginais un monde dans lequel on gagnait ces 2 matchs-là à Montréal. Si Montembeault n'est pas là, si Carrier n'est pas là, j'ai l'impression que cette défaite-là, là, c'est le genre de défaite qui tue une équipe. Pas pour toujours, mais pour cette année. Puis déjà qu'on n'est pas supposé être là, déjà qu'il y a tellement de gars qui traînent des blessures qu'on ne connaît même pas. Là. Puis ça, je sais. Je sais qu'il y a énormément de gars blessés dans ce vestiaire-là en ce moment. Là. J'ai l'impression que peut-être qu'on va manquer de gaz, qu'on va perdre en 5. Mais même s'ils perdent en 5, c'est un effort vaillant. Puis, je veux dire, d'avoir traîné Washington comme ça, puis même si ça dit en 5, je trouve que ça reflète pas bien la série parce que, ils se sont bien battus. Match 1, match 2, on aurait vraiment pu gagner. Le seul match qui a vraiment été dominé dans cette série-là, pour moi, c'est le match numéro 3 que le Canadien a remporté. Les 3 autres, Washington a gagné, mais c'est des matchs qui étaient relativement serrés aussi. Fait que pour moi, c'est un positif que tu peux retenir. Oui, t'as pas été chanceux, t'as pas été capable de closer tes matchs, mais t'es une jeune équipe, t'as eu de l'expérience des séries, tu peux bâtir là-dessus, puis t'étais pas supposé être là, man. T'étais pas supposé être là, tu joues avec du house money, comme on dit en anglais, là. C'est déjà, ta saison est un succès depuis 1 mois et demi, là, tout ce que tu fais, c'est du bonus. Tes gars ont de l'expérience de série, tes gars savent à quoi s'attendre maintenant. Toi, tu as des leçons à tirer de ça. Tu vois qu'en ce moment, physiquement, tu te fais un petit peu dominer, puis tu peux pas juste dépendre d'Arbor Xhekaj pour tout le jeu physique. Josh Anderson, d'ailleurs, quelle série Josh Anderson? Une dose d'amour à Josh Anderson qui a 1001 blessures depuis le mois de janvier, il joue match après match après match, et puis il se donne à 600 000%. Il a même pas l'air blessé en plus. Quand tu le regardes. Il patine comme le vent, comme Josh Anderson, puis c'est incroyable ce que Josh Anderson fait, mais ce que tu retiens de cette série-là, pour moi, c'est que c'est un bon début, mais là, tu as des leçons à tirer de ça, puis il faut
c'était juste en conséquence. Tu veux un deuxième centre, peut-être un deuxième centre un petit peu plus physique que tu pensais. C'est drôle à dire, mais c'est là que tu vois finalement cette fameuse expérience qu'on martèle tout le temps. Tu vois avec les joueurs, la fameuse ligne des vétérans qui, plus la saison avançait, plus on s'approchait de cette fin de saison, puis en séries éliminatoires, on parle plus du tout des contrats de Brendan Gallagher et de Josh Anderson. On ne parle plus de Christian Dvorak en mauvais. Mike Matheson. Ça veut signer Christian Dvorak à long terme. T'aurais-tu pensé ça il y a 6 mois? Et moi en premier. Incroyable. J'aurais jamais pensé. Pendant 3 ans, ça voulait juste le kicker dehors de Montréal. Là, ça veut le prolonger. Hey, tabarnak! Puis je dis pas que je suis contre l'idée de le prolonger. Et bref, idem pour des gars comme Mike Matheson et compagnie, justement, à l'arrière, qui connaissent d'excellentes séries. Donc, messieurs, 5e match de cette série va se donner mercredi. Et comme on dit, peu importe le résultat, les seuls qui peuvent se dire « Hey, finalement, on a bien joué », c'est les Canadiens, parce qu'on sait comment l'histoire, ça fonctionne. Elle ne se rappelle que du gagnant. Mais pour les Canadiens, ça va être une bonne expérience, peu importe le résultat. Messieurs, ailleurs dans l'Est, on n'a pas le choix, quand même d'autres bonnes séries qui se sont données. Par où est-ce qu'on va commencer? J'ai envie qu'on parle avec la bataille de la Floride parce qu'on a eu quand même, à date, une série pas mal à l'avantage des Panthers. Puis non pas seulement, tu sais, on parle, finalement, écoute, c'est 2-1, mais tout ça, mais les Panthers ont été dominants dans leurs 2 premières sorties, surtout le premier match où le Lightning était vraisemblablement pas vrai. Une autre série, les gars, on s'attendait à ce que ça soit physique et on parle de la suspension de Brandon Hagel. Les gars, est-ce que finalement on est surpris par les performances des Panthers? Est-ce qu'on aurait peut-être surestimé le Lightning d'entrée de jeu ou est-ce que c'est juste une petite, comme on dit en anglais, bump in the road? Moi, je le martèle depuis le début. Le Lightning de Tampa Bay n'est pas capable de gagner des matchs serrés. Regarde le match 3, c'était 1-1 en 3e période. La chaîne a complètement débarqué et c'est là que Tampa en a profité pour marquer 4 buts en 3e période. Ça prend des blowouts du côté de Tampa Bay pour l'emporter. À cette heure, maintenant que Brandon Hagel va pouvoir revenir au match numéro... Non, en fait, il va purger son match de suspension au match numéro 4 et revenir au match numéro 5. Non, c'est déjà purgé, Hagel. Hagel revient prochain. Il est purgé au match numéro 3 puis il revient. Ah oui, c'est vrai. Bon, merci. Oh oui, parce que Hagel, c'est le match 2, Tkachuk, c'est le match 3. C'est vrai. Bon, Tkachuk n'a pas de suspension, lui, par exemple. Fait qu'il va être là au match 4. Exactement. Fait que pour moi, c'est vraiment drôle parce que les 2 équipes à l'étranger gagnent les matchs. Puis honnêtement, là, je suis un peu surpris. Je ne sais pas comment cette série-là va, quelle direction ça va prendre dans les prochains matchs, mais tant que le score est serré, c'est Floride qui va avoir l'avantage. Mais là, écoute, ma mémoire me fait défaut là. C'est pas eux autres qui avaient eu ce délai-là de gagner juste les matchs à l'étranger dans leur série il y a 1 ou 2 ans, genre. Il me semble que je me souviens d'une série, il me semble que c'était en Tampa puis Floride que ça gagnait juste des matchs à l'étranger, puis le match 7, c'est l'équipe à domicile qui avait gagné. J'ai vraiment ce souvenir-là d'une série, mais je suis plus sûr, là. Peut-être que je dis n'importe quoi. Ça me dit quoi, mais je suis presque sûr que tu parles du Lightning aussi, là. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais je sais pas, j'ai un blanc, là. Mais... C'est pas l'année que les 2 équipes restent en Floride, là, en même temps. Est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est bon. I mean... Sunrise, Tampa, ça doit pas être Val d'Or, Boisbriand, là. Bon point. Non. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu sais, moi, j'avais Tampa champion, puis je pense que je l'avais dit, pour moi, c'était la série qui allait être la plus dure pour Tampa avant de se rendre en finale. T'sais, je pense que c'est peut-être les 2 meilleures équipes de l'Est qui s'affrontent en ce moment. Quoique Toronto connaît vraiment des grosses séries. Peut-être qu'il faut que j'ai sous-estimé un petit peu Toronto. J'aime beaucoup ces 2 équipes-là. Je pense encore que Tampa va s'en sortir. Le premier match, Andrei Vasilevskiy était tellement mauvais. C'est repris un peu par la suite, mais je pense que sur un 7, ça va aller en 6 ou en 7. Ça va être une longue série. Mais je pense que Tampa va réussir à s'en sortir. Si on va chercher le match 4, déjà on vient à 2-2. Tu reprends l'avantage du domicile. Puis là, on revient encore à notre délai de juste gagner des matchs à l'étranger. On va espérer pour Tampa que ça arrête ça. Mais je pense que c'est 2 sacrées bonnes équipes. Oliver Bjorkstrand qui n'est pas là, ça fait mal quand même à Tampa. C'est un morceau secondaire qui est important pour cette équipe-là. Puis, tu sais, man, c'est 2 équipes avec des top 9 qui n'ont pas de bon sens. Puis Aaron Ekblad qui revient. Oui, c'est ça, je vais demander comment vous trouvez la brigade défensive complète des Panthers.
c'est quelque chose. T'sais, en ce moment, je dirais pas non à un Glad ou un Seth Jones à Montréal, surtout avec Carey qui est blessé. Là, on va voir un petit droitier top 4, ça ferait du bien, là, mais c'est fort. C'est deux bonnes équipes. Je pense que peu importe l'équipe qui. C'est quasiment la finale de l'Est avant le temps pour moi. Les fans de hockey sortent gagnants de cette série-là. C'est ça. Puis c'est un peu comme Colorado-Dallas dans l'Ouest. Pour moi, c'est deux séries qui se ressemblent vraiment beaucoup. C'est juste dommage que ce soit des séries de premier tour. Là. Exact. Mais écoute, il faut les rivalités de division, puis il ne faut pas faire du 1-8. Mais en tout cas, non, je ne vais pas me pomper sur du 1-8 aujourd'hui. Pas. Ça, c'est pas sur quoi on doit se pomper. Non. Alors, effectivement, Tampa Bay qui finalement là, s'inscrivent dans cette série et de manière convaincante. Donc, on va voir comment ça va se suivre. Mais certainement quelque chose qui va s'enligner en 7. Les gars, Félix a parlé de la bataille de l'Ontario entre les Maple Leafs et les Sénateurs. Troisième partie consécutive qui s'en va en prolongation, soit dit en passant. Mais là, finalement, ça va à l'avantage des Sénateurs qui, maintenant, au lieu de perdre la série à 3-0, ils sont maintenant à 3-1. Maintenant, j'ai besoin d'une prise de position là-dessus. Est-ce que c'est finalement l'année des Maple Leafs ou est-ce que c'est juste un autre choke sur la cédule pour les Maple Leafs? Non. On va te calmer. Je ne suis pas... Je comprends les fans des Maple Leafs qui ont des gros traumatismes de partisans. Je les comprends, c'est des sentiments valides à 100%. Absolument. Mais tant aussi longtemps que la série n'est pas 3-2, moi, je ne suis pas inquiet pour Toronto. Ça a pris un effort herculéen de Linus Ullmark et des Sénateurs pour empêcher un 4 minutes de Drake Batherson en prolongation. C'était fou, man. C'était fou comme des avantages numériques, ça. Puis, c'est pas parce que Toronto n'a rien fait. Non, ils ont eu des chances à tour de bras de mettre ça, puis ça a pris un lancer. Si on pensait que le titre Simon Benoît pour gagner ça était un peu bizarre, celui de Jake Sanderson, c'était à peu près la même chose. Là. Très anodin. Ça reste anodin. Mais pour moi, Ottawa, encore une fois, cette analyse-là, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est vraiment Toronto qui domine? Parce que si on regarde les tirs au but, les mises en jeu et tout ça, Toronto mène absolument. Mais ça reste 3 matchs sont allés en prolongation, puis un tir de chaque bord. Tu inverses les tirs, puis c'est peut-être 2-2 dans la série, peut-être même 3-1 Sénateur. Mais, Pop, je pense vraiment la comparaison qu'on va continuer avec l'itération de ces équipes-là, c'est un peu comme le Canadien. C'est une première présence en série depuis belle lurette. On est à peu près à la même place dans la reconstruction. Puis Ottawa doit éventuellement, comme les Canadiens, passer par une défaite en série éliminatoire avant d'être là. Mais tu sais, je pensais à ça, puis j'étais prêt de faire une analyse, surtout si Ottawa perdait le match numéro 4, à quel point le peu de joueurs à Montréal qui ont vécu la run de 2021 donne un petit edge de plus de compétition parce que Ottawa, excepté des gars peut-être comme Claude Giroux ou quelques gros vétérans, tu sais, Brady Tkachuk, c'est ses premières playoffs. Thomas Chabot, tout cela, c'est ses premières playoffs. Je pense même Thomas Chabot aussi, c'est ses premières playoffs. Thomas Chabot n'était pas sur l'équipe 2017. Non, il était encore à Saint John. Il était sur l'équipe qui battait votre Armada à vous autres en finale. Ce qui veut dire que pas mal des vétérans à l'avant. Drake Batherson, c'est ses premières séries. Il y a David Perron qui a gagné la coupe, puis je pense que c'est le seul. Oui, c'est ça. Lui puis Claude Giroux, c'est pas mal les deux que tu amènes pour l'expérience, surtout dans le groupe d'attaquants. Mais tu sais, Montréal a quand même des gars comme Gallagher, Anderson, Suzuki Caulfield, ça paraît pas, mais ils ont été là durant la run de 2021, puis déjà, tu peux sentir qu'il y avait peut-être une meilleure opposition du côté de Montréal que du côté d'Ottawa. Mais par contre, Toronto m'impressionne sur une chose, le Core 4 répond présent. Et pas juste ça, non seulement eux répondent présent, Matthew Knies répond présent. Mais il va tellement devenir riche, Matthew Knies va tellement faire d'argent. Ils ont décidé d'enfin marquer des buts. Enfin! Et Simon Benoît qui s'improvise le Bobby Orr de Laval des temps modernes. Ah, man. Matthew Knies va tellement être riche. Il va tellement signer un gros contrat. C'est fou. Il y a quelqu'un qui va... Je suis sûr qu'il y a une équipe qui va y offrir genre 9-10 millions en offre hostile. Si t'es nice, tu t'essayes. Puis juste revenir un petit peu sur pas le bout, tu dis que tu t'inquiètes pas tant que c'est 3-2. Moi, c'est Tavares qui s'est blessé un peu dans les matchs qui m'inquiète. Puis je suis pas trop inquiet pour Toronto encore, là, mais
Si Tavares n'est pas là, ça change ta donne. Ton avantage numérique roule moins bien. Tavares, c'est un gros morceau de ça. Oui, tu as des options. Là, Morgan Riley qui remonte sur la première vague. Tu es correct là, quand tu as Morgan Riley juste sur ta deuxième vague. Là, mais tu as des options et tout. Mais Tavares, c'est un gros morceau, on l'a vu. Puis je me demande si peut-être que ça tranquillement, ça te joue dans la tête un peu au match numéro 5. Ottawa joue là-dessus. Revient à la maison pour le match avec des fans un petit peu plus crinqués. Peut-être des fans du Canadien qui vont envahir le building comme à chaque fois. Je pense encore que Toronto va gagner, mais si Tavares est blessé, peut-être que tu t'inquiètes un petit peu plus, c'était Toronto. Juste de. Il faut closer ça là, maintenant. Il faut closer. Je pense qu'on va y arriver, mais il faut closer. On a été souvent dans cette situation-là où on pouvait fermer la série. Maintenant, 12. 1-12. Ouais. Dans l'ère du Corpo à Toronto, quand les Leafs pouvaient éliminer son adversaire en série, une victoire, 12 défaites. Exactement. Les boys, pour terminer dans l'Est, juste pour s'en débarrasser, rendu là, je pense qu'on est rendu là. Hurricanes Devils, c'est la série où absolument tout le monde est blessé. Puis aujourd'hui, on a une nouvelle victime en Frédéric Andersen qui a mangé un coup. Félix, tu as parlé de mise en échec qui aurait pu être une pénalité coup sur Frédéric Andersen. C'est certainement une aussi qui a fait sourciller un petit peu. Qu'est-ce que tu en dis là-dessus? Honnêtement, je trouve ça plate qu'il y ait des gardiens. Je trouve ça plate des blessures en série. Je veux dire, man, je trouve juste ça plate. Puis Anderson, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Puis tout au moins, on a Kochetkov qui est pas mauvais, mais je trouve ça plate. Puis, oui, les Devils ont leur part de blessures aussi. Je pense qu'ils ont rendu à leur brigade défensive de Laval qui est montée, de Laval, de leur club école qui est à Utica. Là. Je pense que c'est juste la brigade défensive de leur club école qui joue dans l'NH maintenant. C'est plate. Puis je trouve qu'on perd peut-être un bon spectacle. Mais Washington, si on réussit à battre Montréal, on arrive peut-être dans une série où est-ce qu'un peu comme Montréal, on va affronter une équipe qui est amochée. Ça facilite un petit peu notre chemin vers la finale de l'Est. Bon, vraisemblablement, alors au point où on est maintenant, c'est 3-1 dans cette série pour les Hurricanes. Les gars, j'ai envie qu'on passe tout de suite à l'Ouest parce qu'il y a une série que j'ai vraiment envie de parler. Puis c'est quelque chose que j'ai martelé sur mes réseaux sociaux à profusion cette semaine. La série Blues-Jets. Alors, les Jets qui ont répondu présent. OK? On semblait vraiment, on est là, malgré, encore une fois, un début d'après-saison difficile pour Connor Hellebuyck qui nous a habitués à des déboires en séries éliminatoires. Puis même, j'avais sorti la statistique comme quoi il avait alloué, c'était 3 buts sur 17 tirs lors du premier match. On l'avait gagné, mais 3 buts sur 17 tirs, ça fait dur. Et au match 3, 6 buts en 25 tirs. Et puis là, match 4, alloue 5 buts et il se fait sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis ça, encore une fois, j'en avais parlé quand on avait fait l'épisode Félix et moi, comme quoi c'est des grosses séries pour des gars comme Kyle Connor et Mark Scheifele. Mais rendu là, tu veux faire quoi quand ton gardien de but, qui est le meilleur gardien de but de la LNH en saison régulière, n'est pas capable d'en arrêter une pour sauver sa sainte vie? Pop, qu'est-ce qui se passe avec Connor Hellebuyck? Qu'est-ce qui se passe? La Ligue nationale a trouvé la façon de battre Connor Hellebuyck. Tu mets 3 km d'épaisseur de trafic devant lui, puis tu vas le battre. C'est aussi simple que ça. Saint-Louis emploie la même recette que le Colorado a fait l'année passée. Tu mets tout ce que tu peux devant le net pour boucher à vue. Winnipeg n'est pas capable de tasser son monde devant lui, puis même Hellebuyck a un peu de part de responsabilité dans le sens que il pourrait trouver un meilleur moyen de se battre contre ce trafic-là. Mais tu regardes ça, Saint-Louis marque presque ses buts tous de la même façon. Un lancer de la pointe que Hellebuyck ne voit pas trop loin ou que ça fait une déviation. C'est pas des beaux buts là, que Saint-Louis fait, là. Mais les scouts, les dépisteurs professionnels de toute la Ligue ont un livre à peu près ça d'épais sur Connor Hellebuyck en série. La recette est là. La recette, il faut juste l'exécuter. La recette, elle est claire et précise. Il faut mettre du trafic devant le net. Puis encore une fois, Connor Hellebuyck se fait avoir de ce côté-là là-dessus. Là. Puis je pense qu'il y a du mental aussi. Hellebuyck le sait, en série, c'est toujours. C'est des gros narratifs autour de lui. Je pense que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Puis tu veux pas, quand tu arrives dans cet état d'esprit-là, que
OK, ouais, tu sais, en série, je suis moins bon, je vais leur prouver. Puis tu n'as pas de marge de manœuvre. C'est ça. Puis, non, mais tu dis, je veux tellement leur prouver que t'as juste un peu, tu es plus tendu qu'en saison, quoi que ce soit. Puis c'est là que tu commences à faire des erreurs et tout. Tu l'as dit, Mio, c'est 3 mauvais départs sur 4. Hellebuck a peut-être 2 mauvais départs dans toute sa saison régulière. Et ce gars-là risque de gagner le Hart. Ça inclut Draisaitl. C'est ça l'affaire, ce gars-là risque de gagner. Mais il risque de gagner le Hart. Et en ce moment, il n'est pas capable de garder son équipe. Pas juste de garder son équipe dans le match, il n'est pas capable de donner une chance à son équipe de gagner des matchs. C'est fou, là. Puis, c'est fou de voir comment c'est le jour et la nuit pour lui en saison puis en série. Pas que tu l'as dit, on a trouvé une façon peut-être de le battre, une façon où est-ce qu'il est plus vulnérable. Mais je pense qu'il y a aussi du mental là-dedans. Je pense qu'il y a aussi à quel point ça doit commencer à lui payer sur les épaules. Tu sais, lui, il doit juste avoir envie de gagner une ronde, gagner 2 rondes, peut-être de rentrer puis de changer ce narratif-là, qu'on se concentre sur autre chose. Puis la défensive des Jets, il est pour quelque chose. Il faut qu'on soit capable de tasser ce trafic-là. Il faut qu'on donne une chance à notre gardien. Mais il faut que notre gardien, qui nous a sauvés pendant une bonne partie de la saison, il faut qu'il soit capable d'être encore ce gardien de calibre Hart qu'on a vu pendant la saison. C'est fou. J'avais posé la question sur justement mes réseaux aussi, comme quoi est-ce que les Jets devaient être inquiets des performances de leur gardien, puis ça c'était après le 3e match. Parmi les réponses, j'avais laissé classique Connor Hellebuck. C'est pas de sa faute ou même rien à faire tant qu'il gagne. Puis les gens ont voté à 50% pour classer Connor Hellebuck et l'autre 50% rien à faire tant qu'il gagne. Et ça en dit long sur le portrait des séries éliminatoires. Les gars, finalement, pour ce qui est des autres séries, on a Avalanche Stars. Ça se bat encore vraiment durement. Avalanche, là, qui cette fois-ci a eu un match numéro 4 extrêmement convaincant. Et que dire, le moment du match, Gabriel Landeskog qui marque un premier but en presque 3 ans. Vite, les gars, c'est pas le truc le plus beau de l'année à voir. J'adore, man. C'est tellement cool. Tellement. Le toit du building qui a failli exploser, man. Fuck, tu peux pas être... Honnêtement, je pense que même les fans des Stars, il y a tout Arthur qui dit c'est cool. Tu sais, le gars a pris 3 ans à revenir d'une blessure, une énorme blessure, a pu mettre fin à sa carrière. C'est cool, man. C'est vraiment, vraiment cool. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'Avalanche, puis tant mieux pour les fans, man. Puis c'est cool que ce soit arrivé à la maison. Tu sais, à Dallas, ça aurait été plate qu'il n'y aurait pas eu un son dans la place. Là, au moins, Colorado, le building allait exploser, puis tout, puis c'est vraiment, vraiment cool. Ben oui. Puis sinon, les 2 autres séries qui vont nous rester, on a le Wild du Minnesota contre les Golden Knights de Las Vegas. Le Wild qui avait une chance peut-être même d'être 3-1 dans cette série, finalement échappe le match numéro 4 à domicile. Et maintenant, c'est à 2-2 que les équipes vont retourner à Las Vegas. Les Golden Knights qui reprennent l'avantage de la glace. Et finalement, Kings Oilers, les Oilers évitent le pire et s'inscrivent finalement dans cette série. Et ne l'ont-ils pas fait de manière convaincante, les gars? Il faut le remonter, man. Il faut le remonter en 3e. N'est-ce pas la manière la plus Oilers d'Edmonton possible, en plus? De dire, ouais, on peut juste marquer plus de buts que l'autre équipe, puis ils font ça. Tu sais, quand tu te souviens dans ta tête que tu as Connor McDavid et Leon Draisaitl dans ton équipe, ça va bien, man, quand ça arrive. On a juste à marquer des buts, puis le reste va suivre. On a déjà marqué 10, on va en encore des 8, on va encore 10. Très, très exactement. Donc, qui s'inscrivent dans cette série, on évite pas mal le pire, là. Puis, on va être encore en vie. Les gars, il n'y avait pas juste des séries éliminatoires pour une fois. Dans ces récents épisodes où on semble juste parler de ça. Il y avait le repêchage de la NFL. On en a parlé en long et en large, comme quoi c'était quelque chose qui s'en venait puis qu'on avait hâte. On avait surtout beaucoup de questions. C'est finalement... Non, c'était pas une question. Cam Ward allait être un membre des Titans du Tennessee après ses fameuses déclarations en live stream sur qui sont ses receveurs, porteurs et coachs préférés. Mais on a eu droit quand même à des moments, on va se le dire, assez historique. Puis, on n'a pas le choix de parler de lui, les gars. Je sais que c'est... Attends, avant que tu te lances là-dessus, je peux juste... OK, vas-y, Félix, vas-y. Une demi-seconde, parce que, tu vois, Cam Ward, puis... Pourquoi on n'a jamais parlé du premier pick dans ce draft-là? On n'a jamais parlé de Cam Ward. Depuis le début du processus, c'est comme, OK, les Titans vont le prendre, puis... Man, on peut juste donner une petite seconde à Cam Ward, qui a été le premier choix de ce draft-là? C'est juste parce que c'était pris pour acquis qu'elle allait être un Oui, 100%. Mais juste donner de l'amour au fait que les Titans ont peut-être trouvé un QB de franchise qui était de loin le meilleur QB de cette classe-là. Il est bon, puis je veux dire, c'est pas un prospect générationnel ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un de ces espoirs-là. Puis c'est un gars qui a du travail à faire. Il va falloir, c'est un gars qui a un potentiel, mais il y a du travail à faire avec lui, du travail de développement.
mais c'était de loin le meilleur carrière de ce repêchage-là. Puis il faut quand même lui donner de l'amour. Parce que, tu sais, il y a des joueurs de ligne qui sont sortis premiers au total. On en a plus parlé qu'on a parlé de Cam Ward. Cam Ward, c'est une histoire cool, man. Recrue 0 étoile au high school. Est arrivé au collégial, le fait a monté tranquillement les échelons, a été gagné des votes pour la Heisman cette année. Man, donnons un peu de respect à ce gars-là qui est complètement à l'inverse d'un certain Shedeur Sanders, on va peut-être parler dans pas longtemps, là, est un gars qui est 100% concentré là-dessus, aucun problème en dehors du terrain, un gars qui est 100% motivé football, puis donnons-y un petit moment. Il n'y a pas assez de gens qui ont donné d'amour à Cam Ward. En tant que fan des Titans, je suis complètement biaisé, mais donnons un peu d'amour à Cam Ward. Ce gars-là a été repêché premier au total, puis il faut le souligner. Ça va quand même être pas tant le joueur le plus discuté du repêchage. Non. Parce qu'effectivement, pas le choix d'en parler. Ça a été le plus gros nom autour du repêchage. Et non pas juste seulement avant, mais pendant le repêchage, parce que plus la journée avançait, plus la première soirée avançait, plus la deuxième, troisième journée avançait, on s'est dit, qu'arrive-t-il avec lui? Bien sûr, Félix l'a nommé, c'est Shedeur Sanders, fils de Deion Sanders. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On va faire quand même un petit cours d'histoire assez rapide où essentiellement Shedeur Sanders, corps arrière avec Colorado dans la NCAA. Encore une fois, c'était un bon carrière, un très bon carrière. C'est pas un mauvais joueur de football, mais bien sûr, il y a un gros affaire qui est rattaché à lui, puis c'est son nom. Le nom Sanders a fait en sorte que, de un, il y avait beaucoup, beaucoup de yeux autour de lui. Et qui dit Sanders parle nécessairement beaucoup de place dans les médias. Deion, il sait comment faire vendre le nom Sanders et il en a certainement profité pour les mois qui ont mené jusqu'au repêchage. On parlait, OK, Shedeur est l'un des meilleurs prospects de la NFL. Vrai. Mel Kiper l'avait parmi ses 5 meilleurs prospects. Puis Mel Kiper qui est pas mal une référence en matière de repêchage. On parlait de Shedeur va aller à quelque part où il fait chaud, ce qui élimine probablement le 2/3 des équipes. Shedeur va être un carrière de franchise. Et puis là, tu as tout ça qui s'accumule où tout le monde commence à se dire « Hey, ça commence à être beaucoup de ci et de ça. Ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut-tu vraiment le trouble? » En plus d'une certaine personnalité, parfois sans dire trop extravagante, mais vouloir prendre trop de place. C'est la nature du sport du football, mais à quel point est-ce que tu veux amener ça jour 1, un carrière qui va être problématique, ou tu vas amener certainement dans une place où il y a potentiellement des joueurs assez problématiques aussi. Félix, je veux t'entendre là-dessus. Moi, je pense que la personnalité de Sanders, c'était même pas tant le plus gros problème de ça. Moi, je pense que ce qui est arrivé, là, Shedeur Sanders est un bon espoir, et pas un excellent espoir, mais c'est un bon espoir. Mais encore une fois, c'est un bon joueur de football. Exact. Il méritait. Comme on dit dans le jargon football, he will play on Sunday. C'est le genre de gars qui, sans aucun doute, il mérite d'être sur un alignement et tout, OK? Mais l'affaire, tu l'as dit, Mio, Shedeur Sanders, on a parlé de lui tout le long du processus, le nom Sanders et tout, OK? Veux pas, quand tu arrives avec ce nom-là, tu as un engouement autour de toi. Les gens ne parlent que de toi. Si tu es une équipe de la NFL, est-ce que tu veux prendre un carrière? Parce que dans l'optique où personne ne le voit comme un partant, du moins pas dans l'immédiat, OK? Ce que je pense que c'est le sentiment général. Le seul que peut-être je vois comme partant cette année, c'est Cam Ward. J'ai des doutes encore là-dessus. Je pense que les Titans vont le faire parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Si tu ne vois pas Shedeur Sanders comme un carrière numéro 1, OK, dans cette optique-là, est-ce que tu veux vraiment prendre un carrière qui, dès que ton carrière numéro 1 va faire une erreur, les partisans, les médias, puis tout le monde va te mettre de la pression sans arrêt pour que tu dises « Ouais, mais t'as Shedeur, hein? Tu pourrais faire jouer Shedeur, tu pourrais faire jouer Shedeur, tu pourrais faire jouer Shedeur. » Non, tu veux pas. Tu veux que ton deuxième carrière soit un gars low profile, puis c'est cette raison-là pour laquelle tu vois des Tim Boyle qui sont là. Tim Boyle est un carrière exécrable. Il est tout le temps là, il se réussit tout le temps à trouver de la job parce que ce gars-là passe sous le radar, personne ne s'en rend jamais compte. Et il fait une bonne job de mentor aussi pour les jeunes carrières. Tu veux pas que ton deuxième carrière devienne une distraction. C'est terrible ce qui peut arriver. Là, les Browns sont arrivés dans une situation où, en 5e ronde, non seulement Shedeur Sanders n'a pas été le deuxième carrière pris dans ce repêchage-là, il a même pas été. Il a été le deuxième carrière pris par sa propre équipe. Les Browns ont pris Dylan Gabriel avant lui. Puis Shedeur Sanders est un bien meilleur espoir que Dylan Gabriel. Mais Dylan Gabriel passe beaucoup plus sur le radar, puis personne ne va péter un plomb si Dylan Gabriel passe
1, 2, 3 ans en tant que deuxième carrière, personne ne va jamais rien dire. Le jour où, par exemple, tu arrives et j'imagine, disons que Deshaun Watson est partant, Deshaun Watson fait une erreur, tout le monde va se mettre à crier pour que Shedeur Sanders arrive. Puis c'est ça qu'il y a bien des équipes qui ont voulu éviter, j'imagine. Puis les Browns, d'ailleurs, qui ont eu un groupe de carrière absolument hilarant. Deshaun Watson, Kenny Pickett, Joe Flacco, Dylan Gabriel, Shedeur Sanders. C'est absolument hilarant d'avoir tous ces carrières-là dans une équipe. On dirait quelqu'un qui joue à Madden et qui essaie de ramasser le plus de carrières possible. Mais je pense que c'est surtout ça ce que les gens, on parle beaucoup de la personnalité et du fait que c'est pas un si bon espoir que ça. Je pense que la vraie affaire, c'est qu'il y a tellement d'engouement autour de lui. Un peu pour la même raison, d'après moi, qu'il y a des équipes qui ont voulu éviter de prendre Bronny James. Il n'est pas un mauvais espoir, mais tu veux pas que ça devienne une distraction. Les Lakers, dans une situation où on peut se permettre de le prendre, mais tu veux pas que ce gars-là devienne une distraction. Pas un choix tardif et un gars que tu vois pas comme un partant, pas à court terme, peut-être même pas à moyen terme. Et croyez-vous, ce fameux dirigeant anonyme qui a mentionné comme quoi c'était le pire entrevue qu'il a eu de sa vie? Écoute, on peut pas confirmer, on n'est pas là. Il y a plein de choses qui se disent sur Twitter et les médias sociaux. Fait que prenons-en, puis laissons-en aussi. Apprendre à laisser. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je pense pas que ce soit impossible qu'un dirigeant ait dit ça pour de vrai. Peut-être, on ne sait pas. En même temps, c'est ça, il disait laquelle est la meilleure équipe, celle qui va me repêcher. Tu sais, c'est des enfants dans même. Tu sais, c'est pas impossible. Mais tu sais, c'est coquille, ça, c'est correct. Ça, je m'en sers que la meilleure équipe qui va marcher. C'est correct, ça. Tu sais, je vais faire un parallèle au hockey tranquillement. Ivan Demidov qui a clairement dit à Nick Bobrov ou à Ken Hughes, allez-vous regretter si vous ne me sélectionnez pas 5e, puis Ivan Demidov qui dit oui. Ça, c'est correct. Ça, c'est, tu sais, de la confiance en soi, puis légèrement cockiness, arrogance, fine with that. La seule affaire, par exemple, c'est que probablement que Shedeur et son frère Shiloh Sanders est probablement victime non seulement du père, non seulement pour le nom de famille, mais les kids sont probablement peut-être victimes de probablement le plus gros fléau qui touche la planète sportive en 2025, excepté peut-être les scandales sexuels qu'on retrouve dans les sports, la présence beaucoup trop toxique et importante des parents dans les activités sportives de leurs enfants. On en a eu, tu sais, du N9C au hockey jusqu'au repêchage de la NFL, des parents qui sont trop investis, qui sont trop présents dans les décisions de leurs enfants, c'est absolument quelque chose qui soulève des red flags. Puis Shiloh Sanders, qui a signé comme joueur autonome avec les Buccaneers après le draft, l'a dit. Écoute, je me faisais conseiller par mon père. Là, c'est trop, c'est assez. Là, je vais aller me chercher un vrai agent de ce côté-là. Puis, parce que Shedeur Sanders ne s'est pas présenté au Combine, a eu peut-être des entrevues douteuses. Et là, tu sais, quand tu vois tout le monde, tu sais, veux pas aussi, avec tout l'engouement qu'il suscite, il y a de l'over-scouting qu'il fait. Tu sais, quand tu vois tellement un gars, tellement trop souvent, tu vois des défauts dans sa personnalité ou son physique, peut-être c'est là que ça s'est joué. Est-ce que la personnalité aide pas? Je ne sais pas. Mais d'après moi, c'est peut-être juste des parents qui sont trop présents dans la vie d'un enfant. Pour terminer, on a certainement eu des antécédents là-dessus et pas juste du côté de Montréal avec le clan Galchenyuk qui en a fait couler de l'encre, mais on peut aussi rattacher à des cas, justement, par exemple, dans la NBA, je pense que le cas auquel le monde va toujours rattacher ça, c'est la famille Ball et effectivement le repêchage de Bronny James qui a fait beaucoup. Il y a des exemples de même, je pense, c'est quoi? C'est Lamar Jackson, je pense que l'agente, c'est sa mère, je pense. Écoute, je me rappelle pas pour Lamar Jackson, mais tu sais, en même temps. Il n'y a pas Kylian Mbappé aussi, qui a genre son agent, c'est sa mère aussi, quelque chose de même, ou genre sa mère. La mère, je pense qu'il a raison. Mais tu sais, c'est juste pour te dire qu'il y a des petites exceptions là-dedans, mais là, tu sais, il faudrait peut-être. Tu sais, Deion Sanders n'est pas coach dans la NFL, il est coach dans la NCAA, il est encore à Colorado, qui suivent ses enfants et qui les encouragent absolument. Je pense que comme modèle paternel, il n'y a rien à dire sur Deion Sanders. Pas le choix. Mais laissons les kids respirer puis de laisser peut-être des vrais agents mieux les conseiller.
Puis on a vu comment, par exemple, justement, NBA, Lonzo Ball, il est depuis qu'il est plus à Los Angeles, d'ailleurs, dans sa cour arrière et toutes ces affaires-là. Mais les gars, pour revenir quand même au sujet, on a quand même un repêchage qui avait lieu. Puis c'est au deuxième choix qu'on annonce un échange, ma foi, grandiose entre les Browns et les Jaguars de Jacksonville, qui voient les Jaguars recevoir le deuxième choix de ce repêchage-là, un choix de 4e et de 6e ronde du même repêchage. En échange, Cleveland reçoit le 5e choix. On reçoit aussi un choix de 2e et de 4e tour, ainsi qu'un premier l'année prochaine. C'est beaucoup payé, les gars, mais j'ai envie de vous entendre. Est-ce que ça vaut la peine pour un joueur comme Travis Hunter? Je sais que c'est peut-être une question rhétorique, Félix Forget, mais j'ai envie que tu me parles de cet échange-là du point de vue des Jaguars et du pari qu'on prend avec un nom comme celui de Travis Hunter. Moi, Travis Hunter était mon 1B dans toute cette classe-là avec Abdul Carter. J'aimais beaucoup Abdul Carter, mais je pense que Travis Hunter, ce gars-là est tellement dynamique, un receveur et un demi-toit en même temps. Les Jaguars, dans le fond, de ce qu'on comprend en ce moment, veulent utiliser comme receveur avec certaines répétitions comme demi-de-coin. Donc, on devrait le voir des deux côtés du terrain, le fait à temps plein au niveau collégial, au niveau secondaire et tout. Ce qu'il faut retenir de cet échange-là, puis moi, c'est les propos du directeur général des Jaguars qui m'ont beaucoup intéressé là-dedans parce qu'il faut rappeler que les Jaguars ont changé de directeur général pendant la saison morte. On avait Trent Baalke qui est parti et c'est James Gladstone qui l'a remplacé. Qui est James Gladstone, pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un ancien des Rams. Et les gars, les Rams, pendant 7 ans de suite, n'ont pas eu de choix de première ronde. Et quand les Rams ont gagné le Super Bowl en 2021, on a demandé au DG des Rams qui avait échangé ses choix de repêchage sans arrêt de parler un peu de cette stratégie-là. Et Les Snead, le DG des Rams, avait répondu « Fuck them picks ». Je me fous des picks. Moi, ce que je veux, c'est gagner des games. Puis, s'il faut que je claire tous mes picks pour m'aider à gagner des matchs maintenant, je vais le faire. Julien Brisebois mentality. 100%. Julien Brisebois fait la même chose. James Gladstone a passé plusieurs années sous Les Snead avec les Rams, a vu à quel point cette stratégie-là fonctionne bien, à quel point il y a des façons de fonctionner même en échangeant tes choix. Et il a été questionné à savoir, tu sais, tu as payé beaucoup pour Travis Hunter, tu as donné un choix de première ronde l'an prochain, tu n'as pas peur que ça leur pète d'en face. Les Jaguars ne seront pas excellents cette année. Là. Je veux dire, ce choix de première ronde-là va être un excellent choix l'an prochain. Et James Gladstone a répondu à ça. Il dit, man, je viens des Rams, tu sais, les Rams, on travaille sans arrêt avec le fuck them picks. Je suis dans une position où je suis mieux placé que bien des gens pour gérer une situation comme ça. Et il a raison. Il a raison parce que tu veux aller chercher en anglais, on appelle ça des blue chips, là, des espoirs de grande qualité. Là. Tu veux ces gars-là qui ont un talent hors du commun. L'objectif, là, c'est d'avoir le plus de gars de talent que tu peux. Puis Travis Hunter est une licorne. Je veux dire, on a utilisé ce terme-là moral pour Florian Jacquet puis pour Shohei Ohtani aussi au baseball. Le bon, Florian, c'est dans un autre contexte, là, mais Travis Hunter est un joueur qui peut tellement impacter ton match de plusieurs façons. Un espoir de très, très grand talent. Puis pour moi, je pense que c'est ça qui explique ce choix-là. On a vu un gars qu'on aimait, un gars qui, pour nous, on le voit, puis on se dit, ce gars-là peut nous gagner des matchs à lui seul. Et c'est pour ça qu'on a payé le gros prix pour aller le chercher. Tu veux aller chercher les gars qui te confiance. Pour moi, il y avait Travis Hunter, Abdul Carter qui étaient les deux gros espoirs. Puis ça descendait. Mason Graham, que les Browns ont pris avec ce 5e choix-là, est un excellent joueur aussi. Va être un beau morceau avec Myles Garrett. Puis watch out, les lignes offensives vont avoir de la job avec Mason Graham puis Myles Garrett. Mais Travis Hunter est une coche au-dessus. On voulait aller chercher le stud. On voulait aller chercher le gars qu'on voulait. Le gros espoir de ce repêchage-là. Moi, j'ai aucun problème avec cette transaction-là. C'est payé cher. Mais tu payes cher pour aller chercher tes gros noms. Sur le marché de l'autonomie, tu donnes des gros contrats à des gros gars pour les attirer. Tu veux aller chercher du talent, tu veux aller chercher les gars que tu veux, il faut payer le prix. Et les Jaguars, ça me fait chier qu'ils l'aient fait parce que je vais être pogné avec Travis Hunter dans ma division. Pour que j'aille Travis Hunter, ça me fait vraiment chier parce que je l'aime beaucoup. Mais super bon mot du genre. Mais Travis Hunter, si tu le mets juste à une position, ça vaut pas le prix. Tu sais, pour rentabiliser ce choix, tout cet échange-là, puis d'avoir Travis Hunter, faut que tu joues des deux bords. T'as pas le choix. Le gars n'est pas assez élite dans une ou l'autre côté du ballon pour justifier un tel échange. Ben oui, mais pour moi, c'était le... n'aura pas le choix. Doug Peterson n'aura pas le choix de le faire, de le mettre... C'est Liam Cohen qui coach. Maintenant, c'est plus Peterson. C'est Liam Cohen. Ouais, l'affaire avec Duval. Mais Hunter, tu vois, pour moi, c'était. Si tu prends juste position isolée, pour moi, c'était quand même le meilleur receveur de cette QV-là, puis le meilleur demi-coin de cette QV-là. Si tu combines ces deux-là en un, c'est quelque chose. C'est vraiment un espoir excellent. Puis moi, je l'aime un petit peu plus comme demi-coin que comme receveur, mais si tu l'as comme receveur à temps plein avec demi-coin dans des situations où tu en as besoin,
t'as un sacré espoir entre les mains. T'as un gars qui va jouer plus de snaps que n'importe qui dans la NFL. Moi, je te regarde, Félix, puis je pense à tes fantasy que tu repêches des gars défensifs aussi. Là. Man, le gars qui va ramasser Travis Hunter dans cette ligue-là, man, il va faire la je sais pas comment les plateformes vont gérer. Je suis vraiment curieux parce que, tu sais, mettons, Shohei Ohtani au baseball, c'est ESPN, je pense qu'il fait ça, que tu peux juste l'utiliser comme DH ou comme lanceur et il accumule juste ses points à ce niveau-là. Donc, je me demande. Je pense que Yahoo aussi, je pense que tu peux avoir Shohei Ohtani lanceur puis Shohei Ohtani frappeur. OK. Tu peux avoir 2 Shohei Ohtani là-dedans aussi. Okay. Probablement, peut-être, c'est ça qu'on pourrait faire dans ce genre J'ai vraiment hâte de voir comment on va gérer. Mais oui, c'est le genre de joueur qui peut briser qui peut briser des systèmes de pointage. C'est Travis Hunter. Fort repêchage quand même en soi, une belle QV. On parlait aussi d'Abdul Carter qui est sorti 3e aux Giants. Les Giants qui ont frappé gros aussi en ajoutant un autre corps arrière à leur formation l'année prochaine en Jackson Dart. Corps arrière que j'aurais aimé personnellement voir à Pittsburgh. D'ailleurs, petite mention là-dessus, Félix et moi, on jasait de ça cette semaine lorsque les Steelers ont repêché Derek Harmon. J'étais comme tabarnak, tu sais. Mais tu sais, même Félix a réussi quand même à me vendre le joueur. Ouais. Mais le problème, c'est pas le joueur, c'est le facteur position. Je veux bien que Cam Hayward effectivement arrive en fin de carrière. Puis, j'ai parlé en long et en large d'un problème organisationnel. Mais là l'affaire, les gars, c'est parce que là, je suis très inquiet. Là, parce qu'on n'a pas réussi à repêcher Jackson Dart. On va plus sauver d'Aaron Rodgers, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, j'ai jamais vu autant d'indicateurs que. Le fait qu'il soit allé jouer un petit après-midi de football avec DK Metcalf, ça m'a beaucoup inquiété. Mais il n'y a rien qui m'inquiète plus que ce repêchage-là. Bon, tu allé chercher Will Howard qui a gagné un championnat national, mais c'est pas Will Howard qui va être carrière partant jour 1 avec cette équipe-là. D'ailleurs, Steelers qui ont repêché du personnel de Ohio State, c'est... Oui, c'est vrai. C'est drôle, hein, quand tu gagnes un championnat, tu deviens un peu plus sexy hein, dans une carte de recruteur. Hein? C'est un petit peu le Michigan l'an passé, elle avait tellement. Écoute, Georgia, il y a 2 ans, d'après moi, toute la ligne s'est ramassée aux Eagles. Ouais. Ça a fonctionné. C'est ça, ça a bien fonctionné. C'est ça, t'arrives quand t'as de la chimie. Bref, donc, ligne à l'attaque aussi, d'ailleurs, super choix des Patriotes qui, bon, malgré eux, ont finalement tombé avec le 4e choix et non pas le premier comme il aurait pu avoir. Puis merci Joe Milton de m'avoir donné Cameron. Tu vas les remercier. Mais ouais, Will Campbell de Louisiana State qui va se retrouver avec les Patriotes. On a parlé Mason Graham. Quel choix aussi pour accompagner à cette ligne à l'attaque. Et ensuite, on va dire pas mal le 4e plus gros nom de ce repêchage-là parce qu'il était parmi les finalistes finalement au Heisman. Ashton Jeanty, qui en fait, selon plusieurs, incluant moi-même, aurait dû être le gagnant de la semaine. Bref, il part 6e chez les Raiders de Las Vegas. J'ai tellement tout aimé de ce processus-là. En plus, avec Pete Carroll qui est juste un déchaîné sur Twitter pendant le repêchage, puis tease constamment l'arrivée d'Ashton Jeanty. Pete Carroll puis Marshawn Lynch. Mais t'es un porteur de ballon, genre, avec un haut potentiel, tu te ramasses dans une organisation avec Pete Carroll puis Marshawn Lynch, pas loin. Et puis en plus, il est arrivé en gros repêchage. Ah ouais. Puis tu sais, moi je m'excuse, mais j'ai vu dans le même moule. J'ai vu Pete Carroll, là, ben, ce gars-là a vu Ashton Jeanty devenir son nouveau Marshawn Lynch. C'est aussi simple que ça. Il a ramené Geno Smith, il était chez Ashton Jeanty. Je pense qu'il essaie de reconstruire un peu ce qu'il y avait. Puis... Tyler Lockett, il est disponible, c'est ancien? Non, il est rendu avec les Titans, les légende des Titans. Tyler Lockett, un autre receveur qui s'en vient dans le cimetière des receveurs de la NFL. Non, mais pour elle, c'est cool, Ashton Jeanty, un des probablement 3-4e meilleur espoir, mais qui est porteur de ballon, descend toujours un petit peu. Mais un talent élite, on l'a vu cette année dans la NCAA. Quel joueur, puis ça peut, on l'a vu, il y a une resurgence des porteurs de ballon. L'an dernier, c'est Saquon Barkley, Derrick Henry et tous ces porteurs de ballon qui ont tellement été bons. Les Raiders, c'est la partie de cette ballon élite. C'est plus un luxe. Non, les gars, tu veux aller payer tu veux aller chez des meilleurs porteurs de ballon parce que tu vois ce que ça a fait pour les Eagles avec Saquon, pour les Ravens avec Henry et j'en pense. Les gars, quelle équipe de la NFL, selon vous, a scoré la meilleure note pour ce repêchage?
Honnêtement, il y a beaucoup d'équipes dont j'aime le repêchage. Tu sais, les Titans, je pense qu'il est un peu biaisé. Premier choix, c'est plus facile à avoir un bon repêchage. Honnêtement, il y a beaucoup d'équipes que j'aime. Les Giants, je ne suis pas un grand fan du choix de Jackson Dart, mais j'aime bien qu'on ait été chercher Abdul Carter et qu'on ramasse Cam Scalabou aussi. Je pense qu'il va être un bon complément à Tyron Tracy. Les Browns, je veux dire, tu as le potentiel d'un possible carrière de franchise avec Schiller en 5e ronde. C'est difficile de ne pas penser qu'on a... En plus, on a ramassé un choix de première ronde pour l'an prochain, puis on a quand même Mason Graham. On a fait des bonnes choses pour les Browns quand même dans ce repêchage-là, même si 2 corps arrière, c'est assez particulier. Quoi que pour les Washington, il y a une dizaine d'années, on avait fait ça n'avait pas trop mal fonctionné. J'aime ça pour les Steelers, j'aime bien aussi. Je veux dire, gros fan de Derrick Harmon. J'ai hâte de voir. Puis les Cardinals, j'ai beaucoup aimé les Cardinals, Walter Nolan en première ronde et Will Johnson en 2e ronde. Ceux qui connaissent moins Will Johnson, un demi de coin, avait été extrêmement dominant en 2023. Vraiment, vraiment dominant. Une saison avec les... On s'inquiète un peu pour son genou et tout, mais en ce moment, les tests médicaux ne semblent pas trop pires. Je pense que ça va être ça a le potentiel d'être un choix coup de circuit. Puis même les Eagles, les Chiefs, ça repêche encore bien. Les Ravens qui repêchent bien année après année. Les Ravens, ça fait encore à chaque année. Les Ravens, c'est toute la même affaire à chaque année. Okay? Il y a un gars avec une position un peu sous-estimée qui va descendre au repêchage, qui sans aucun doute a des top 10, top 15 meilleurs talents de tout le repêchage. D'une grosse école, genre LSU ou genre Georgia, Alabama. Tout le temps, man. Puis c'est tout le temps. Puis ouais, il est encore là, bang, on le prend. Puis là, man, Malachi Starks avec Carl Hamilton, ça va être insupportable à arrêter. Mignot, sérieusement, je sais pas ça va être qui ton carrière, mais ça va être, il va capoter contre cette tertiaire-là. J'aime beaucoup le repêchage des Ravens encore. J'aime pas les Ravens, mais man, fuck, ils repêchent bien ça. Ah, man, ça va être terrible. Mon choix, ça va être très rapide en deux points. Je ne regarde pas assez la NCAA pour dire quel espoir est bon et quel espoir est là-dessus. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais prendre pour du cash, c'est des grades de post-draft. Absolument, man. Absolument. On le dit en ce moment, mais on va le savoir. L'histoire classique. C'est quoi en 2012, les Seahawks de Seattle qui repêchent Bobby Wagner puis Russell Wilson dans le même repêchage. 2 gars qui s'en vont au Hall of Fame. Bobby Wagner, first ballot Hall of Fame probablement. Et Bleacher Report qui avait dit c'est probablement les 2 pires moves du repêchage, grade F pour les Seahawks de Seattle. Exactement. Mais comme quoi, on connaît rien, man. Exactement. Puis on peut juste dire voici combien on leur accorde parce qu'on aime ça. Puis idem, moi je veux juste aller avec les Eagles parce que les 5 premiers choix des Eagles, les gars, ont été sa défensive. Puis là, il va y avoir des petits trous à patcher parce que c'est quand même une défensive qui a un petit peu d'âge, un petit peu d'expérience. Mais tu sais, on a amené des belles recrues l'année passée. Là, on vient de perdre Brandon Graham à la retraite. Puis hop, parfait, on reload tout ça. On va amener une autre défensive élite. C'est juste pour agrémenter cette attaque qui est quand même assez pas pire, avec un pas pire coureur de ballon, on m'a dit. Les autres... Fans des Giants, des Commanders et des Cowboys de Dallas, les Eagles partiront pas l'année prochaine. Là. Aucune équipe est mieux gérée que les Eagles, je veux dire. Puis d'ailleurs, les Eagles aussi, petit aparté, vrai, on change de sujet, là, mais les Eagles, de la façon qu'on structure notre masse salariale, tout est vraiment... on est tellement intelligent, même, on pense en contrat de télé. On gère notre masse salariale en fonction des contrats de télé. Tu remarqueras comment l'argent est fait pour la structure salariale des Eagles. Là. Tout est géré en fonction de 2029. Qu'est-ce qui se passe en 2029? Nouveau contrat de télé dans la NFL, les revenus vont monter, le plafond salarial va exploser. Quelle surprise! Tous les contrats des Eagles sont backloadés avec des gros montants qui vont arriver en 2029. Quelle surprise! C'est tellement bien géré. Les Eagles, ça me fait chier parce que je les aime pas, mais man, c'est tellement brillant. C'est du génie dans les règles de l'art, puis honnêtement, faudrait faire un volet à l'université pour les cours de gestion. Howie Rosen qui donne un mentorat de cours à Harvard sur comment gérer une équipe de la NFL. Sign me up tout de suite. Il y a des équipes qui en auraient besoin, Nasty. Savez-vous d'ailleurs, apparemment un volet à l'université qui est étudié sur comment ne pas gérer, par exemple, tout ce qui finance tout ça, là. Apparemment, un sur comment Microsoft ont joué avec la sortie de la Xbox One. Pour vrai?
Wow. Ouais, parce que ça a été une sortie terrible parce que la machine avait la merde, mais comme quoi, c'était comme, il faut que tu aies Internet, sinon, ça sert à rien. OK, sinon, les gens, ils font quoi? Il y a la Xbox 360. Là, les gens commencent à prendre ça. Puis ça, c'est la même compagnie qui a lancé Windows Vista, hein, je fais juste vous dire. Hein. Disaster class. C'est un référent de gars qui a de l'âge. Hein. Exactement. À partir de Windows 7, là, on peut parler. Là, XP, je sais que l'ordinateur à la maison des parents avaient ça. Mais là, à partir de Windows 7, là, on peut parler. Mais là. The GOAT Windows. The GOAT. Hey, je pensais pas que cette conversation football allait dévier sur quel est le meilleur explorateur Windows. Non, Pop, il y a un mur derrière toi. Tu peux parler au mur. C'est bon. Il s'en retourne. Incroyable. C'est sur ce sujet qu'on va passer maintenant aux séries éliminatoires de la NBA. Là, soit dit en passant, peu importe ce qui se passe, les gars, désastre. Désastre. Pacers-Bucks. Présentement, où on se parle, le match n'est pas terminé. Peut-être que les Pacers vont l'emporter et prendre les devants 3-1. Mais je vous ai texté un petit peu pendant qu'on commençait le show. Damian Lillard est blessé. On commence à parler d'une déchirure du tendon d'Achille. Oh non. Fuck, man. Puis tu sais que c'est pas mal legit. Quand qui sort la nouvelle? Ah, Chris Sainz, ça va être Chris Sainz, hein? Ouais. Chris Sainz qui est super quand proche Chris de Damian Sainz sort une nouvelle de Damian Lillard, t'es assez proche de la source. Puis là, rien de confirmé encore, mais là, on a peur pour ça. Fait que non, c'est assez terrible. Surtout après un coup de... c'était des caillots sanguins. Tu sais. On n'était même pas sûr s'il allait revenir cette saison. On avait même peur que ça soit terminé tout court. Puis là, on le revoit. A eu pas une série extrêmement incroyable, là, mais quand même donne des chances de gagner au box. Puis là, on parle potentiellement d'une blessure comme des choses tendon d'Achille à 33 ans. Tu sais. C'est le genre d'affaire qui, ça peut te faire dérailler une carrière pour vrai. Je veux dire, tendon d'Achille, là, je pense que c'est encore la... Tu sais, Kevin Durant a réussi à revenir de ça, mais... Excuse, Félix, j'ai dit 33. J'ai dit 33, mais Damian Lillard, le 15 juillet prochain, il va avoir 35 ans. Et puis surtout, tu sais, les caillots sanguins puis tout, là. Tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui serait surpris s'il se dit, gars, ça me tente pas de me taper un an de réhabilitation, revenir à 36 ans avec des problèmes de caillots sanguins puis tout. Man, je serais pas... J'aime vraiment pas ça. J'aime beaucoup Damian Lillard, mais j'ai peur que peut-être qu'on ait vu son dernier match. Si c'est vraiment un tendon, ça se confirme. Peut-être qu'on va avoir évité le pire, peut-être que c'est une blessure de quelques mois seulement, ce serait prêt pour la prochaine saison. Mais si c'est vraiment un tendon d'Achille, man, je serais pas surpris qu'on ait vu les derniers. J'ai tellement hâte que le même médecin de Logan Thompson arrive pour opérer Damian Lillard. Ça serait le... Oh, man. Ouais. Fait que non, c'est absolument terrible. Puis c'est sur ce message aussi que NBA Central, non pas Centel, mais Central. Ok, t'as bien vérifié, là. Ouais, Félix, là, bouche tes oreilles, mais on a déjà commencé à sortir les paris, les odds, les pourcents, les chances. Les cotes. Pour certaines équipes. Les cotes. Voilà, merci beaucoup. Il est tard, 10h55. La prochaine équipe de Doc Rivers. Oh non. Y a-tu comme la retraite? C'est combien la retraite? Combien il ne revient plus jamais coacher, man? Alors, à date, on a 2 équipes à plus 6,50 et 2 équipes à plus 9,50. Les 2 équipes à 6,50 sont les Kings et les Grizzlies, tandis que les équipes à 9,50 sont les Nuggets. Vous avez bien entendu, les Nuggets et les Suns. Ok, dans les Suns, c'est le loin le plus réaliste de la gang, je pense, mais les Nuggets, c'est sans doute le plus drôle, man. Nicolas Jokic, man, qui va péter une coche. Oh, man. Oh, mais ce serait un move de Grizzlies aussi, man. Les Suns, nomme-moi la dernière bonne décision qu'ils ont faite. Engager Monty Williams puis that's it, là, c'est... Puis ça fait ça remonte dans un petit bout. Exactement. Ça commence déjà à dater un peu. Fait que bref, c'est ce qui se passe avec ça. Ailleurs, dans l'Est maintenant, les autres séries,
tu en as deux que logique à date est respectée. Celtics Magic, malgré un retour de Jason Tatum, match 3, Magic l'ont emporté. Là, ont perdu en ce dimanche. Celtics qui gagne 3-1 dans cette série. Cavaliers contre Heat, encore une fois, logique respectée. Match 3 totalement dominant. Cavaliers qui l'emporte en maintenant le Heat à seulement 87 points. Et Evan Mobley, d'ailleurs, qui a été nommé joueur défensif de l'année. Dernière série dans l'Est que j'ai envie de parler, par contre, les boys, ce sont les Knicks et les Pistons, qui est une série excellente. Sauf que ça fait 2 matchs consécutifs où on parle un petit peu d'un arbitrage douteux. Comme quoi, là, au premier match, avec quelques secondes à faire, les Knicks qui vont faire une passe en jeu, c'est Jalen Brunson qui l'attrape. Puis on pense qu'il avait dépassé la ligne du milieu. Comme quoi, ça aurait été effectivement un revirement, ce qui aurait permis ensuite aux Pistons de gagner la partie. Et puis là, aujourd'hui, sur un match qui s'est joué encore une fois jusqu'au dernier jeu, où les Pistons qui perdent par 1 point ont la possession. Cade Cunningham tire à 2 points. Le ballon trouve 1001 personnes pour finalement se rendre dans le coin à Tim Hardaway Jr. qui reçoit un contact. Un contact léger, mais un contact de la part de Josh Hart sur le côté du corps. Ce qui a fait en sorte que finalement, il y a eu quand même une shot un peu merdique, mais en même temps, il a joué un petit peu pour avoir la faute. Finalement, rien n'a été appelé et les Knicks l'ont emporté. Puis ils mènent finalement cette série 3-1. Les gars, que pensez-vous de ça? Parce que là, la Ligue a confirmé. Ça aurait dû être une faute. Pour vous, comment voyez-vous ça si on se met dans la tête d'un arbitre où c'est les séries éliminatoires, on ne veut pas avoir le dernier mot sur le match versus on doit l'appeler, c'était une faute? Est-ce que tu veux vraiment, en tant que clé, qu'un match de série, comme tu dis, se décide sur des lancers francs à la dernière seconde d'un match? Est-ce que tu décides sur une faute controversée? C'est ça. Mais en même temps... C'est ça. Mais en même temps, je pense que tu ferais un sondage. On enlève le jeu, là. On lance un jeu complètement random. Tu fais un sondage à tous les joueurs de la Ligue. Je suis convaincu qu'au moins 50% des joueurs, même si c'est même pas 60, 70, peut-être même plus, vont dire « Let the players play ». Ouais. C'est plate que c'est toi qui subis, mais au bout de la ligne, tu veux que les arbitres n'aient pas d'impact. Laisse le joueur jouer. C'est peut-être une faute ou non, peut-être, mais it is what it is. Ouais, je suis un peu d'accord avec Pop. Puis je pense que des fois, c'est tellement outrageux que tu n'as pas le choix. Là, mais laisse les gars jouer. Moi, le basket de série, oui, on parle beaucoup du hockey de série, là, mais le basket de série, il y a toujours un petit peu plus de jeu physique. La ligne, on tolère un petit peu plus, sauf quand c'est contre les Lakers. On tolère toujours un petit peu plus niveau jeu physique. C'est un contact léger, puis c'est plate. Puis je comprends les Pistons d'être fâchés en ce moment, puis surtout quand tu as la Ligue qui avoue que ça aurait dû être une faute. Ça, c'est vraiment frustrant. Là. La Ligue admet qu'elle a fait une erreur qui aurait probablement donné une vraie chance de gagner ou au moins d'amener le match en prolongation. Ça, c'est vraiment frustrant. Là. Mais je pense qu'il faut que tu laisses tes gars jouer. Je pense que il y a des choses qui, en théorie, s'appliquent, mais dans certains moments, tu laisses les gars jouer. Peut-être tu ne laisses pas passer n'importe quoi, mais faut vraiment que ce soit facile à appeler pour que tu aies un sifflet. Ouais, c'est genre, mettons, tu slappes le gars d'en face. Là, pour moi, c'est plus. Là, il y a un petit contact, mais c'est pas. Le shot était réalisable quand même. Ou une claque sur le poignet, Félix, mais oui, sûr que c'est sûr, pour ne pas citer un dernier jeu qui s'est donné dans le match Lakers-Timberwolves, mais bref, fait qu'avec les Pistons, ce qui est dommage aussi, parce que tu fais opposition à l'une des meilleures équipes dans l'Est. Hey, ça vous dit pas quelque chose? Comme match Canadien Capitals, où c'est la jeune équipe qui arrive là, puis il doit passer par ces séries de défaites-là. C'est juste que c'est dommage parce qu'encore une fois, on est dans le coup. Bref, fait que pour passer à l'Ouest, Félix, j'ai envie qu'on parle de ta série préférée, soit Lakers-Timberwolves. C'est 3-1 pour les T-Wolves. Comment tu te sens alors que l'équipe se rend à Los Angeles? Man, c'est le fun parce que là, les Lakers qui chialent sur les fans des Lakers qui chialent sur l'arbitrage.
Ah, c'est drôle, c'est drôle. Ça fait du bien. Ils comprennent comment on se sent tout le temps quand on joue contre eux. C'est le fun, ça fait du bien. Mais, tu sais, je pense que les Lakers n'ont pas dit leur dernier mot dans cette série-là. Pour elle, je pense que ça reste une équipe qui a tellement de talent, tu ne peux pas les compter pour battus, mais c'est là qu'on voit que les Timberwolves, que je me tue à dire depuis vraiment longtemps, c'est le genre d'équipe que tu ne veux pas affronter en série parce que, man, c'est une équipe qui est profonde. Tu as Anthony Edwards qui est une superstar et tu as du monde autour de lui, Julius Randle, qui a tellement des bonnes séries jusqu'à maintenant. Et vraiment, le numéro 2. On n'a jamais douté. J'ai jamais douté de Julius Randle. Tout ce que vous pouvez... Si vous m'avez entendu dire que Julius Randle n'était pas bon, c'est de l'intelligence artificielle. Je n'ai jamais dit que Julius Randle n'était pas bon. Que je le voulais en dehors de mon équipe. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais écrit ça non plus dans les conversations. Jamais, nulle part. Il n'y a jamais rien, aucune preuve de moi qui dit que Julius Randle et je voulais qu'il s'en aille de mon équipe. Non, pourrait. Mes excuses à Julius Randle, j'ai été très sévère avec lui par moment cette saison, mais man connaît tellement une belle première ronde de série. Jalen McDaniels aussi, man. Quelle série pour Jalen McDaniels. C'est ce que je voulais jaser. Ouais. Autant que Doncic, et puis même encore dans ce match-là, il a été incroyable, mais man, Jalen McDaniels, il le terrorise. Quand Luka commence à être en tabarnak, Jalen McDaniels le met en crise. Man, il fait peur, McDaniels, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune expression faciale, il a tout le temps l'air en train de dormir, c'est peurant, je veux dire, t'es un contre un gars pendant une série de temps au complet, il n'y a aucune expression, tu le fais jamais broncher, jamais. Ce gars-là, et tu sais, l'an passé, Anthony Edwards avait dit, they got Kevin Durant, but we got Jalen McDaniels. Ben, je veux dire, non, Jalen McDaniels n'a pas le talent de Kevin Durant, mais fuck, man, Jalen McDaniels est un gars qui t'aide à gagner des matchs, est un gars qui, en série, est capable de il brille plus. Je veux dire, on accepte un petit peu plus de contact physique en série. Ça permet à un gars comme Jalen McDaniels qui passe son temps dans la vie à amasser des fautes, c'est sans arrêt. Puis quand tu as des grosses assignations défensives, c'est normal. Ça fait partie de la réalité. Là. Mais ce gars-là est tellement bon défensivement. Puis si on est capable d'avoir cet apport offensif-là de Jalen McDaniels en plus, si McDaniels peut te donner un 20 points par match, là, comme on voit depuis le début de cette série-là, tu as du Edwards qui va t'en marquer 25-30. Randle qui 40 ou 43 aujourd'hui. Ouais, des fois, mais je vais en moyenne. Là, je donne certains matchs plus difficiles. Là. Mais mettons un 30 points par match pour Edwards, un 23 points par Randle, puis un 20 points par McDaniels. Ça fait déjà pas mal de points pour une équipe qui a aussi Najee puis Dante DiVincenzo qui peuvent en marquer des 15-20 pas mal à tous les soirs s'ils sont motivés. Quelque chose que les Lakers n'ont pas. C'est ça, les Lakers, c'est un top 3 puis ça descend après. Là. D'ailleurs, même le troisième, Austin Reeves, c'est pas Luka Doncic et LeBron James. D'ailleurs, les Timberwolves qui ont appliqué à merveille encore la formule qu'ils ont appliquée contre Nikola Jokic l'année passée dans les séries éliminatoires. Tu ne vas jamais empêcher tel ou tel joueur étoile. Là, dans ce cas-ci, pour ce match 4, c'était LeBron James et Luka Doncic. Tu ne pourras jamais les empêcher de marquer des points. Mais par contre, tu peux t'arranger pour que les autres joueurs autour ne marquent pas de points. Puis tu sais, il y a toujours la fameuse statistique comme quoi Nikola Jokic, il est genre 1 en 15 quand il marque 40 points. Tu sais. LeBron James et Luka Doncic qui respectivement 27 et 38 points. 65 des 113 points de l'équipe qui leur appartient. Rui Hachimura avait quand même un effort de 23 points, mais Austin Reeves qui a été absent pendant une bonne partie du match. Jackson Hayes qui a joué 4 minutes. Dorian Finney-Smith, 6 points. On a fait, je pense, la bonne job en défensive qu'il fallait faire et ce qui a fait du succès des Timberwolves l'année passée. Félix, par contre, un jeu en particulier que j'ai envie de jaser, c'est Anthony Edwards qui va soutirer le ballon à LeBron James, puis les deux joueurs tombent. Finalement, LeBron qui tombe sur le pied d'Anthony Edwards, puis on voit sa cheville faire un angle un petit peu drôle. T'as-tu eu peur? Man, Anthony Edwards là, pourrait se faire tirer une balle en plein milieu d'un match et je serais quand même confiant qu'il va revenir au retour de la demi. Ce gars-là, là, si vous saviez le nombre de fois que j'ai écouté un match des Timberwolves, s'il roulait à cheville, il s'est fait mal en tombant. Le nombre de fois que j'ai vu Anthony Edwards se blesser pendant un match que je me disais fuck man, sa saison est finie, il ne reviendra plus, puis qui est revenu 3 minutes après, là, j'ai plus peur pour Edwards, j'ai jamais peur pour Anthony Edwards. Ce gars-là revient tout le temps. Tu penses que c'est comme un boss dans un jeu, dans un RPG japonais, là. Tu penses que tu l'as tué, mais finalement, il y a comme 4 formes, là. C'est la même, il revient sans arrêt, man. On va rester peut-être avec une saveur nord-américaine que peut-être les personnes vont mieux comprendre, Wolverine. Exact. Tu penses que tu en es venu à bout. Tu penses que là, OK, là, c'est fini.
Ben non, il se relève, puis il a marqué 40 points même avec une cheville roulée, man. Ce gars-là est... C'est drôle parce que quand il a été repêché, les gens doutaient de son amour pour la game pis tout, là. Y a-tu quelqu'un qui doute encore de l'amour de Anthony Edwards pour le basketball? Y a-tu encore quelqu'un qui doute de ça, là? Est-ce que Ann et Josh Anderson ont le même médecin? Je sais pas. Probablement. Je sais pas, man, mais Anthony Edwards, je serais jamais inquiet pour une blessure d'Anthony Edwards. Ce gars-là pourrait se déchirer les cils, je pense qu'il reviendrait quand même. Il ferait comme Klay Thompson, il tirait ses deux lancers francs. Puis il finirait à game, lui, man. Sérieux, ça n'a pas de sens. C'est un freak de nature. Mais effectivement, là, la série qui s'en va du côté de Los Angeles pour ce 5e match où les Timberwolves auront l'opportunité d'éliminer l'équipe. Puis ben, là, cette deuxième série dans l'Ouest qui fait extrêmement jaser, ce sont les Nuggets et les Clippers. Parce que le joueur préféré de Félix est dans cette série-là. Si vous ne savez pas, OK, Félix, oui, est fan des Timberwolves, mais son joueur préféré dans la NBA, c'est Aaron Gordon. Et à chaque fois qu'il y a un match où Aaron Gordon fait quelque chose, on prend Aaron Gordon ou Desmond Bain. Choisissez un des deux. Non, j'ai beaucoup plus Aaron Gordon. À chaque fois que Aaron Gordon fait quoi que ce soit de relativement impressionnant, on l'envoie surtout moi, j'écris toujours dans notre convoi avec les gens d'Ali ou 360 comme oh Félix, c'est la game d'Aaron Gordon. Puis à chaque fois, Félix est comme man, je peux pas plus m'en calisser. Puis là, Asti, ça n'a jamais mieux tombé que ce match de samedi soir. Samedi après-midi, Aaron Gordon qui marque le panier de la victoire. Assez bizarre, où dans le fond, Jokic qui fait un tir en se retournant, qui s'en allait nulle part. Aaron Gordon qui l'attrape et sur le buzzer, la fait passer dans le panier pour que finalement les Nuggets reprennent du poil de la bête dans cette série-là pour finalement égaliser à 2-2. Donc, grâce aux joueurs de Félix Aaron Gordon. Non. Let the record show, là, je déteste. J'ai aucun amour pour Aaron Gordon. Aucun amour. Vous aurez compris effectivement que je mens du début à la fin. Que Félix est un grand hater de ça. Puis sinon, ben écoutez, ailleurs dans l'Ouest, le Thunder qui balaie les Grizzlies. Blessure à John Morant. Ouais, mais tu sais, mais pourtant, les Grizzlies gagnaient par 29 points au 3e match. Alex Caruso, man. Désastre est arrivé quand John Morant s'est blessé. Puis là, quand John Morant s'est blessé, tu dis bon, ben, OK, ben, sortez les balais. C'est terminé. Puis il n'y aura rien d'autre à faire avec ça. Puis finalement, ben, Warriors Rockets. Warriors qui continuent à causer la surprise, qui vont chercher ce 3e match à domicile avec une performance de 36 points de Stephen Curry. Sans Jimmy Butler. Et un sacré effort aussi en défensive, freinant ainsi les Rockets pour une deuxième fois, soit dit en passant, à marquer sous la barre du 100 points. Encore une fois, les Rockets qui ont été une excellente équipe en défensive et qui a pas mal été leur carte cette année, la défensive, et se font battre à leur propre jeu. Fait qu'on va y revenir. La semaine prochaine, je suis sûr, avec déjà quelques affrontements potentiels en deuxième ronde. J'ai hâte de parler de ça autant dans la NBA que dans la LNH. Messieurs, on a un petit quiz de la semaine à vous faire passer. Alors, le joueur cette semaine, année de repêchage 2025, équipe actuelle, ce sont les Jaguars de Jacksonville et non pas les Jaguars de Blainville dans le football d'association mineure de la Rive-Nord de Montréal. Ne vous confondez pas avec ça. Pays d'origine américain. Puis, comme vous fait remarquer, ils portent deux positions différentes. Ne laissez pas la coupe de cheveux vous faire des tours. Ce n'est pas Travis Scott, mais Félix, qui est-ce? C'est Travis Hunter, mais je vais revenir. J'espère qu'il n'y a personne qui pensait que c'était. J'espère qu'on a un auditeur. Non, j'espère qu'on a un seul auditeur qui pensait vraiment que c'était les Jaguars de Blainville. Puis t'as réussi à faire genre. Tu sais, il t'a entendu, puis il a fait fuck, Ben. Je me suis complètement mélangé. Non, mais attends. Est-ce que les Jaguars de Blainville ont exactement le même logo que les Jaguars de Jacksonville? Okay. Oui. Ben, c'est comme la même tendance pop que toutes les équipes de high school et de little school aux États-Unis qui ont
toujours le même logo. C'est toujours le logo soit des Browns, le logo des Packers, mais juste... Le logo des Eagles ou celui des Vikings, mais genre des color schemes différents, t'es genre... Pourquoi? Ouais. Ben ouais, c'est... Graphic design is my passion. J'espère que tu as sauvé un seul auditeur qui était convaincu qu'il regardait le roster des Jaguars de Blainville. Il est comme fuck, man, c'est qui? Je sais pas, c'est qui? Peut-être qu'il disait que c'était lui. Peut-être que c'était un ancien joueur des Jaguars de Blainville puis qu'il pensait que c'était lui. Ben non, le pire, non, c'est l'équipe actuelle. Ouais, c'est ça. Il était repêché en 2025, mais il joue encore à Blainville. C'est ça. Jaguars de Blainville, Bantam 2A. Ah, c'est incroyable. Moi, merci Mio pour celle-là, je l'avais crissement pas vu. Ah, mais non, de rien. Ça me fait penser, tu sais, un gars qui passe du Bantam 2A à la NFL, ça serait vraiment drôle. Puis j'ai eu un flash dans ma tête, je sors complètement de tout ça. Mais ça me fait rappeler quand j'étais... C'était-tu sur... C'est à Sherbrooke il y a 2 étés pour le repêchage de la LHJMQ. Tu sais, t'es au repêchage, t'es comme Mio, d'ailleurs, tu vas vivre ça cet été, soit dit en passant à Québec, peut-être. On ne sait pas. Devrait. Sait-on jamais. Mais, tu vois, genre, tel nom de joueur d'un programme au Midget 3, M17 Espoir, puis ou, je sais pas, du scolaire, du RSEQ, whatever, d'un prep school. Là, il arrive en 7e rond. Genre, on commence d'être dans la 2e moitié du repêchage. Puis, il y a les Olympiques de Gatineau, je pense, de mémoire, qui appellent un attaquant qui repêche. Ils disent les Olympiques de Gatineau sont fiers de sélectionner Sacha Maguire, des Apollo rouges Midget A de Val d'Or. J'étais genre Midget A? Quoi? C'est pas une joke, là. Mais écoute, j'en ai entendu parler un peu de tout ça. Puis, je sais pas comment le gars, mais il y a actually un gars dans Q qui a été drafté du Midget A. Puis ça, c'est extrêmement énervant. C'est juste ma petite parenthèse. J'ai juste eu un flash à cause de ça. À cause de parler du bandana 2A à Boisbriand. J'ai eu un flash à cause de ça. J'adore. C'était excellent ce que je viens d'entendre là. C'est pas la... Effectivement. Voulez-vous aussi savoir ce qui était vraiment drôle aussi? Je pense le kid a été drafté du Midget A, puis je pense l'année suivante, il jouait pour les Forestiers d'Amos Midget 3. Tu sais, c'est juste pour dire que le gars, il s'est ramassé là pour X, Y, Z raison. Il est tombé dans les mailles du filet, puis il s'est ramassé Midget A avant. Je confirme effectivement qu'il est allé jouer Midget 3 la saison suivante. C'est excellent. Shout out Sacha Maguire. Quelle anecdote de fin d'épisode, man. J'adore ça. Je sais pas comment je top ça. Il plug nos réseaux, puis on s'en va, man. Alright, fantastique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'épisode de la Triple Manage. J'espère que vous avez du fun à passer la dernière heure et demie avec nous. Sachez que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, soit notamment via le groupe Facebook des superfans de Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission et peut-être qu'il y ait des petits concours qui arrivent à gauche et à droite. Aussi, écoutez, page TikTok, page Instagram, où encore une fois, on vous envoie des invitations et où vous pourrez voir nos beaux petits clips tout au long de la semaine parce qu'on sait que vous ne pouvez pas vous lasser de nous. On va être là jusqu'à la fin avec vous. D'ici là, mesdames et messieurs, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Espérons peut-être que le Canadien... La remontada la semaine prochaine va être du cinéma. Incroyable. Épisode de remontée. La semaine prochaine, on va parler match 7. Le Canadien passe en 2e ronde. Vous êtes tellement pas. On va dire le Canadien va gagner la coupe, man. Je veux dire, on va être insupportable dans une semaine. Préparez-vous. Ah, je suis tanné. Mio est déjà découragé. Ah, je suis tanné. Je suis tanné. Générique, Mio. C'est l'heure de mettre le générique. À la semaine